Bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée au reflux gastro-œsophagien. La première était consacrée à comment détecter le reflux et dans cette vidéo, je vous explique les 10 causes possibles du reflux. Donc, je suis Delphine, praticienne en nutrithérapie et micronutrition. Donc, la première cause qui peut générer du reflux, la génétique, elle constitue effectivement une prédisposition, mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce que dans votre famille, vous allez avoir des reflueurs que vous-même, vous allez avoir du reflux. Il y a le phénomène de l'épigénétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez agir sur vos gènes, savoir si vous allez les allumer ou pas, et donc générer du reflux ou pas. L'épigénétique, c'est en fait l'environnement dans lequel vous vivez, l'alimentation que vous avez, est-ce que vous êtes stressé ou pas, etc., etc. Tout ça va venir influencer vos gènes. Bien évidemment, si vous avez des antécédents familiaux, vous avez 2 fois plus de risques de développer une transformation de la muqueuse œsophagienne ou d'aller vers un cancer, mais gardez à l'esprit que ceci dépend de l'épigénétique, donc la manière dont vous vivez. La deuxième cause, un sphincter anti-reflux trop mou. Alors, pour mes mots, le sphincter, c'est cette barrière au niveau de l'œsophage, entre l'œsophage et l'estomac, qui va bloquer les reflux gastriques. Donc, ce sphincter, il peut être de plus en plus mou et donc laisser passer du reflux pour différentes causes. Des causes alimentaires comme des fermentations qui vont être induites par des fibres qui ne seront pas totalement digérées, ou par exemple, si vous ne possédez plus la lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose, qui est le sucre du lait. Donc, si ce n'est pas digéré, ça va passer au niveau du côlon, ça va induire des gaz et ces gaz vont venir distendre l'estomac. Et c'est cette distension de l'estomac qui, au fur et à mesure, va venir ramollir, entre guillemets, le sphincter. C'est les gaz qui vont, voilà, à force de taper, c'est comme si on tapait sur une porte, à un moment donné, ben, le verrou, il lâche et donc, pof, on peut passer à travers la porte. Les gaz, ça fait exactement le même effet sur le sphincter. Ensuite, la distension de l'estomac, effectivement, qui peut être induite par une consommation de boissons gazeuses trop importante, par des repas trop gras ou trop volumineux. Cette distension gastrique va venir agir sur le nerf vague et ce nerf vague va libérer ce qu'on appelle du monoxyde d'azote. Tout comme l'acide d'ailleurs qui passe au niveau de l'œsophage va aussi fabriquer du monoxyde d'azote et ce monoxyde d'azote a pour rôle de venir détendre le sphincter. Et donc un sphincter qui se détend de trop va laisser passer le reflux. Également des repas pris trop rapidement, un manque de mastication. C'est vrai que dans notre vie moderne, on a tendance à manger des aliments de plus en plus mous, à prendre des repas de plus en plus rapidement, ce qui veut dire que l'effet de satiété va arriver plus tardivement. Donc, on va manger les plus grosses quantités. Les repas seront plus volumineux, ce qui va apporter également une distension de l'estomac, de par les repas plus volumineux. Et puis également le fait de ne pas mastiquer, on va moins ensaliver les aliments. Et cette salive, elle est hyper importante pour faire que le contenu du repas, enfin, de votre bouchée puisse bien descendre dans l'estomac. Et puis la salive vient tamponner aussi l'acidité. Donc un manque de salive, manque de mastication, des repas pris trop rapidement, tout ça, ça fait un cocktail pour rendre le sphincter plus mou, donc
faire que le sphincter ne joue plus son rôle de barrière et laisse passer des reflux. Troisième cause possible de reflux, l'hernie hiatale. Mais ce n'est pas systématique. Vous pouvez tout à fait avoir une hernie sans avoir de reflux. Alors, une simple explication, vous voyez dans la première image que l'estomac est bien positionné, avec le diaphragme au-dessus de l'estomac qui joue aussi un rôle de barrière. Et puis sur les deux autres images, vous voyez qu'une partie de l'estomac remonte au niveau du diaphragme et c'est cette partie de l'estomac qui va faire que le sphincter va perdre de son efficacité. Effectivement, le balayage de l'acide dans l'œsophage va être moins efficace et le temps d'exposition de l'acide va être, le temps d'exposition de l'œsophage par rapport à l'acide va être augmenté. Donc, tout ceci augmente le risque de reflux, ça augmente le risque de complications d'œsophagite, l'œsophagite étant une inflammation de l'œsophage, rétrécissement de la muqueuse au niveau de l'œsophage, ça vous pouvez le sentir lorsque vous avalez, si vous sentez que ça bloque un peu, ça peut être un signe de rétrécissement de la muqueuse, transformation de la muqueuse également, voire cancérisation de la muqueuse. Donc, troisième cause possible, hernie hiatale, mais ce n'est pas systématique. Quatrième cause possible de reflux, l'acidité de l'estomac. Donc ça, c'est une des causes les plus connues. Remontée acide, ça brûle. On va chez le médecin nous donne des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, qui vont enlever ce côté acide et donc les douleurs qui sont liées à ces brûlures. Mais il faut savoir que ce qui remonte au niveau de l'œsophage, il n'y a pas que de l'acidité, il y a aussi de la pepsine, une enzyme sécrétée par l'estomac, de la bile, des enzymes pancréatiques. Tout ceci va venir augmenter les lésions de l'œsophage. Mais ce qu'il faut comprendre également par rapport à cette acidité, c'est qu'elle est extrêmement importante pour notre santé. Effectivement, l'estomac doit être acide pour plusieurs raisons. La première, l'acidité va vous permettre de déclencher les acides biliaires et pancréatiques qui vont être nécessaires à une bonne digestion, notamment la digestion des graisses. Deuxièmement, l'acidité de l'estomac va permettre de neutraliser les pathogènes que l'on peut avaler et éviter que les mauvaises bactéries ne s'implantent au niveau de l'œsophage. Et puis, troisième point, l'acidité va vous permettre de découper en petits morceaux les aliments que vous consommez afin que ces derniers puissent être bien digérés au niveau intestinal. Donc, l'acidité est importante. Vous comprendrez bien que si vous prenez des IPP, il faut absolument que ces médicaments soient pris sur une durée, sur une courte durée, hein, pas sur du long terme. Sinon, ça va impacter tout le système le fonctionnement de l'écosystème intestinal et donc générer bon nombre de dysfonctionnements métaboliques. Cinquième point, un œsophage défaillant. Alors, les troubles de la motricité de l'œsophage entraînent un reflux, ou bien c'est le reflux qui a pour conséquence de diminuer la motricité. Bon, il y a deux écoles. En tout état de cause, l'œsophage peut être défaillant à cause d'un manque de salive. Effectivement, la salive a pour rôle de balayer le contenu alimentaire vers l'estomac. Donc, ça se fait aussi par la pesanteur, le fait que nous soyons debout ou assis. Et puis, la salive vient aussi alcaliniser, vient venir tamponner l'acidité. Donc, la salive est extrêmement importante. Il faut savoir également que la nuit, il y a moins de sécrétions salivaires et que l'acidité gastrique est au maximum vers minuit. C'est pourquoi, parfois, il y a des gens qui se réveillent, les brûlures au niveau de l'œsophage, ça les réveille parce qu'il y a moins de salive la nuit. Et donc, du coup, l'acidité est à son optimum.
Le manque de mastication, donc moins de salive, dû à notre vie moderne, ça, on l'a vu précédemment, ça concourt à avoir un œsophage défaillant. Autre point, il faut savoir qu'au niveau donc, de l'œsophage, il y a ce qu'on appelle un mucus protecteur qui va venir protéger la muqueuse de l'acidité. Et il peut y avoir, à force d'avoir ces remontées acides, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les jonctions serrées qui vont venir protéger la muqueuse vont être attaquées par l'acide. Donc, elles vont s'ouvrir, elles ne vont plus être serrées. Et de ce fait-là, ça va générer la synthèse de cytokines inflammatoires qui vont affecter la contraction de l'œsophage et stimuler l'enzyme responsable de la synthèse du monoxyde d'azote. On a vu tout à l'heure que le monoxyde d'azote, son rôle, c'était de relâcher le sphincter. Donc, ça va favoriser les remontées acides de par ce mécanisme-là, de par un mucus protecteur défaillant et surtout des jonctions serrées qui ne sont plus serrées. Ce monoxyde d'azote, accompagné d'histamine libérée par la muqueuse endommagée, va stimuler la contraction de l'œsophage et contribuer ainsi à la formation de la hernie hiatale. Donc, on voit bien qu'il y a des cercles vicieux comme ça qui peuvent s'installer. Donc, attention aussi aux médicaments anti-inflammatoires qui vont augmenter cette perméabilité au niveau de la muqueuse œsophagienne avec un risque d'altération du mucus et donc d'ulcération de la muqueuse. Donc, en résumé, ce qui va faire que votre œsophage peut être défaillant, ça va être cet acide qui remonte, cette bile qui remonte, qui va venir irriter la muqueuse. La muqueuse, une fois irritée, va générer et synthétiser des cytokines et des prostaglandines inflammatoires. Cette inflammation va générer des radicaux libres, ces substances qui attaquent les cellules, qui accélèrent le vieillissement cellulaire. Ces radicaux libres vont engendrer ce qu'on appelle du stress oxydatif, stress oxydant. Et donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe comme ça entre inflammation, stress oxydant. Et si ce cercle vicieux n'est pas interrompu, on arrive à des lésions plus importantes, voire une cancérisation de la muqueuse œsophagienne. Sixième point, une flore œsogastrique déséquilibrée. Alors, effectivement, le reflux va modifier l'environnement bactérien de la muqueuse. Il faut savoir que on a une muqueuse, une flore bactérienne, pardon, au niveau de l'œsophage, au niveau du larynx et de la bouche également. Et cette flore bactérienne, donc ce sont des bactéries qui sont extrêmement importantes parce qu'elles vont permettre une bonne digestion et elles vont nous protéger contre les pathogènes. Cette flore fait partie de nos défenses immunitaires. Donc, il est important que cette flore bactérienne soit composée de bonnes bactéries et non de mauvaises pour garder nos défenses immunitaires de façon optimum. Donc, la flore dont la composition est modifiée contribue à aggraver les conséquences du reflux, effectivement, parce que la protection n'est plus là, puisque la flore est déséquilibrée, notamment en cas d'endobrachie œsophage, c'est-à-dire la muqueuse qui commence à se transformer. Effectivement, là, on a une composition de la flore bactérienne qui est altérée. Donc, la flore bactérienne est sensiblement la même au niveau de l'œsophage, du larynx et de la bouche. Par contre, celle de l'estomac est beaucoup plus acide, comme on l'a vu précédemment, ce qui est normal. Donc, il y a un lien aussi au niveau entre la dysbiose intestinale, donc même principe, vous avez au niveau de l'intestin une flore intestinale qui doit être composée de bonnes bactéries puisque c'est 70-80% de nos défenses immunitaires se situent au niveau intestinal. Donc, à partir du moment où il y a une dysbiose intestinale, cette dysbiose va générer du reflux, va être un facteur de risque pour le reflux du fait de ces déséquilibres
au niveau des flores œsophagiennes et intestinales. Ça va créer ce qu'on appelle des perméabilités intestinales, comme on a vu précédemment, et donc générer la synthèse de molécules inflammatoires. Le 7e point, hygiène de vie. Effectivement, l'hygiène de vie, et là, on peut vraiment agir dessus. Ça va favoriser le reflux. Une alimentation qui est trop pauvre en fruits et en légumes, en fibres, en oméga 3, ces fameux acides gras qui sont essentiels pour notre santé, que vous allez trouver dans les petits poissons de mer froide, maquereaux, sardines, thon, saumon, qui vont diminuer l'inflammation. Et donc, si on manque d'oméga 3, ça va favoriser l'inflammation. Une alimentation pauvre en antioxydants également va favoriser le reflux. Effectivement, des régimes alimentaires riches en vitamine C ont démontré une diminution du risque d'endobrachies, œsophage et de cancer. Donc, vraiment, la vitamine E, la vitamine C vont piéger ce qu'on appelle le radical hydroxyle, qui est le radical le plus méchant de tous les radicaux libres, celui qui va attaquer le plus nos cellules et les endommager de manière assez importante. Donc, un manque d'antioxydants va augmenter le stress oxydant, qui va augmenter l'inflammation et qui va augmenter le risque d'endobrachie œsophage, donc transformation de la muqueuse. Donc, il y a vraiment un lien, des cercles vicieux qui s'installent comme ça. Donc, une alimentation trop pauvre de tous ces fruits, légumes, fibres, oméga 3, antioxydants va favoriser le reflux. Un manque d'hydratation également, le manque de salive dont on a parlé tout à l'heure, l'excès d'aliments néfastes comme par exemple les produits laitiers, le gluten, les aliments acides comme les agrumes qui peuvent mimer les effets du reflux. Le sel aussi est un facteur aggravant pour le reflux parce qu'il apporte des minéraux acidifiants. Et plus il y a de sel, plus le reflux est gênant. Donc, vous allez trouver beaucoup de sel dans le pain, les biscottes, les plats préparés, les charcuteries, le fromage que j'ai voulu indiquer. Ce sont des aliments qui sont par définition souvent trop salés. Le café également en trop grande quantité peut augmenter le risque de reflux, mais ça, je dirais que c'est vraiment individu et dose dépendant, hein. Si vous avez des reflux et que vous êtes un gros consommateur de café, vous buvez beaucoup de café, diminuez le café et voyez si vous êtes amélioré. Le piment également pourvoyeur de brûlure, et puis les boissons alcoolisées peuvent favoriser le reflux. On notera notamment le vin blanc, 300 ml, la bière, 500 ml. Ce sont des boissons qui vont favoriser plus le reflux que le vin rouge. Le whisky et le vin blanc également peuvent contrarier le balayage de l'acide de l'œsophage. L'excès d'aliments néfastes également, les boissons gazeuses, on l'a vu tout à l'heure, ça va favoriser la distension gastrique et donc favoriser la relaxation du sphincter. Et puis les graisses, surtout si elles sont en excès. Là, on parle des graisses saturées que vous allez retrouver dans la viande rouge, les produits laitiers, comme le beurre, le fromage, les viennoiseries, etc. Donc, en excès, ces graisses saturées vont favoriser le reflux. Et puis, c'est vrai qu'un taux élevé de graisse va aussi ralentir la vidange gastrique, donc pesanteur gastrique, distension gastrique, et voilà le cercle à nouveau, synthèse du NO, du monoxyde d'azote, et donc relâchement du sphincter inférieur. Cette relation graisse-reflux est d'autant plus évidente chez les personnes qui sont en surpoids. Effectivement, le surpoids et l'obésité, plus précisément la graisse viscérale, va augmenter le risque de reflux. Le mécanisme est le suivant: augmentation de la pression abdominale, ce qui va augmenter non seulement la pression gastrique par rapport à la pression œsophagienne, mais également le temps d'exposition à l'acide de l'œsophage, et donc les relaxations transitoires du sphincter vont être plus importantes.
Les repas volumineux, on en a parlé tout à l'heure déjà, avec ce que ça engendre. Le tabagisme, attention au tabac, effectivement, puisque le tabac va favoriser le reflux et le cancer de l'œsophage, car il va diminuer les sécrétions salivaires et le balayage du contenu alimentaire vers l'estomac. Résultat, lorsqu'on fume, on augmente le temps d'exposition des muqueuses à l'acide et la fumée de cigarette peut aussi diminuer la pression du sphincter inférieur. Donc, plus de barrière. Les médicaments également, les anti-inflammatoires, l'aspirine, peuvent créer ou aggraver un reflux. Les anti-inflammatoires augmentent les espaces entre les cellules et favorisent les ulcérations au niveau de la muqueuse. Les œstrogènes utilisés dans les traitements de la ménopause, les inhibiteurs calciques peuvent aussi augmenter le reflux. Donc, l'hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vraiment agir. Le sommeil également, le reflux nocturne est associé à une augmentation de l'exposition de l'acide de l'œsophage. On a vu tout à l'heure qu'il y avait moins de sécrétions salivaires et qu'à minuit, l'acidité était au maximum. Donc, ça augmente le risque de reflux. Le reflux peut être la cause d'un mauvais sommeil de par ces réveils nocturnes et inversement, un mauvais sommeil peut augmenter le risque de reflux. 8e cause, le stress. Effectivement, le stress, il impacte énormément nos différents métabolismes. Donc, l'acide va venir desserrer ces fameuses jonctions serrées qui protègent la muqueuse de l'acide. L'acide passe au niveau des espaces intercellulaires, riches en terminaisons nerveuses, et ça va générer tout le process qu'on a vu précédemment. Le stress va aussi perturber la flore intestinale dans sa composition bactérienne. Le stress va favoriser la distension gastrique et donc la relaxation du sphincter. Il va accélérer le transit intestinal et augmente les fermentations qui peuvent retentir sur le sphincter en favorisant sa relaxation de par les gaz qui sont induits. Le stress va aussi stimuler la synthèse d'adrénaline, de noradrénaline, ce qui va impacter la sécrétion, modifier les sécrétions salivaires en les rendant moins protectrices. Et puis le stress, enfin, augmente la synthèse de cortisol par les surrénales, ce qui va favoriser la prise de poids, parce que le cortisol est hyperglycémiant et ça va augmenter la sécrétion d'acide également. 9e cause, les situations un peu particulières dans lesquelles nous retrouvons la grossesse. Effectivement, la grossesse induit une modification, des modifications hormonales qui vont altérer la motricité de l'estomac et de l'œsophage, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pression abdominale causée par le bébé ne semble pas jouer un rôle important sur le reflux. Autre situation particulière, le sport. Effectivement, le reflux peut être majoré par des efforts intenses. Le mécanisme est le suivant. Quand vous faites un effort intense, vous avez le nerf sympathique qui va entraîner une constriction des vaisseaux abdominaux afin que soit délivré davantage de sang au niveau des muscles sollicités par l'effort. Donc, résultat, au niveau digestif, on aura moins d'afflux sanguin, ce qu'on appelle l'ischémie, et donc un œsophage moins bien irrigué. Donc, le fonctionnement est moins optimum. Le deuxième point, c'est qu'on a une diminution de la déglutition salivaire quand on fait un sport intense. Et puis, on a de ce fait-là une baisse de la pression du sphincter inférieur, un ralentissement de la vidange gastrique au niveau de l'estomac. C'est pourquoi on dit
quand vous allez faire un sport intense, surtout ne mangez pas de repas trop copieux parce que ça va bloquer la digestion, ça va augmenter cette pesanteur gastrique et donc générer cette distinction gastrique, le monoxyde d'azote, etc., etc., le processus qu'on a vu tout à l'heure. À l'inverse, une activité physique douce peut améliorer le reflux. Autre situation particulière, le reflux du nourrisson qu'on connaît bien en tant que maman, qui est favorisé par une immaturité digestive, qui est favorisé par une mauvaise position du bébé pendant l'allaitement ou la prise du biberon, qui est favorisé par l'ingestion trop rapide du lait et par l'intolérance aux protéines de lait. Et puis, dernier point, la sclérodermie, qui est une maladie rare qui affecte l'innervation et la musculature du tube digestif. Donc là, on est en général avec un reflux sévère, mais ça reste une maladie rare. Dernier point, en conclusion, on est tous plus ou moins responsables de ce reflux. Gardez à l'esprit que le reflux est physiologique, mais ne doit pas être gênant. À partir du moment où vous sentez des brûleurs au niveau de l'œsophage et ces remontées qui peuvent être gênantes, là, pensez au reflux. Il y a de nombreux facteurs externes qui peuvent rendre ce reflux donc pathologique, comme on vient de le voir. On vient de voir ces 9 causes. Il y a le stress, l'hygiène de vie, le tabac, la mauvaise alimentation, les médicaments, etc., etc. Mais tous ces facteurs agissent seuls ou en simultané, ce qui induit un effet synergique. Ils vont alors au fur et à mesure du temps altérer la muqueuse de l'œsophage qui va petit à petit perdre sa résistance sous l'effet de ces différents facteurs. Il y a donc plusieurs coupables, plusieurs responsables de ce reflux, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir à différents niveaux. Nous pouvons agir sur notre stress, sur notre alimentation, sur notre activité physique, pour ne pas être ni à notre tour coupable, ni responsable, ou encore victime de ce reflux. Donc, nous pouvons agir à différents niveaux et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la nutrition anti-reflux, qu'est-ce qui est bien de consommer et pour pouvoir limiter ce reflux. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.